Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous, en direct de Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. L'avortement, l'économie et la crise au Moyen-Orient au cœur du débat entre le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance, les deux candidats à la vice-présidence américaine. Toujours aux États-Unis, Jimmy Carter, prix Nobel de la paix, célèbre ses 100 ans, un anniversaire inédit pour un ancien locataire de la Maison-Blanche. Des dizaines de milliers de Burkinabés trouvent refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans des sites d'accueil ou chez l'habitant, après avoir été contraints de quitter leur pays, suite notamment aux attaques djihadistes. Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal, limogé sur instruction du gouvernement. Yacouba Ouedraogo nous dira pourquoi dans sa chronique sportive en seconde partie de journal. L'un de ces deux hommes deviendra vice-président des États-Unis. Le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance se sont affrontés hier soir sur les projets phares de leurs candidats lors d'un débat décrit comme ferme mais courtois. L'immigration, l'avortement, l'économie et la crise au Moyen-Orient ont dominé ce duel télévisé organisé par la chaîne CBS entre les colistiers de Kamala Harris et de Donald Trump pour la présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Alexandrine Holonio, notre envoyée spéciale à New York, a recueilli les réactions de quelques électeurs qui ont suivi le face-à-face dans un bar. D'une manière générale, je trouve que les candidats sont bien assez préparés. Nous avons bien sûr attendu beaucoup de tensions entre les deux avec la prise des mains au début, mais maintenant je trouve qu'ils parlent beaucoup aux politiques spécifiques que ces présidents respectifs vont faire, et donc ça se dit beaucoup à la qualité du débat. J.D. Vance se débrouille très bien, il s'exprime bien, il s'exprime très bien. Il peut parfois mettre des mots sur ce que Trump ne peut pas faire. Il fait un travail très efficace. J.D. Vance se débrouille très bien, il s'exprime très bien, il est très informé sur la question et son intelligence est vraiment mise en évidence. Et il promeut le trumpisme mieux que Trump lui-même. Je trouve que J.D. Vance a bien sûr parlé de manière plus éloquente que Walz pendant le débat jusqu'à ce moment, mais il faut être attentif à la façon qu'il parle d'une façon pour charmer l'électorat. Et donc, il faut bien regarder les policiers spécifiques. J.D. est très perspicace. Il tient bon. J'ai l'impression que c'est une bonne performance de sa part jusqu'à présent. J'aime le fait qu'il ait parlé de l'immigration et de la procédure à suivre. Il a très bien expliqué qu'il fallait passer par les voies appropriées. Je pense qu'il faut se concentrer non seulement sur l'immigration, mais aussi sur une immigration correcte et non sur l'immigration illégale qui se poursuit depuis 2 ans et demi sans aucun contrôle. Je ne suis pas toujours d'accord avec l'administration ou avec le plan de Kamala, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils fournissent un bien meilleur message aux Américains et qu'ils ont mis en place une bien meilleure politique que Trump. Je pense que beaucoup de gens oublient que Trump a laissé l'économie américaine en ruine après sa mauvaise gestion de la pandémie de Covid. Il a hérité de l'économie d'Obama qui était en plein essor et au premier moment de crise réelle qu'il a eu à gérer, il a complètement échoué. C'est essentiel d'engager surtout et principalement les gens jeunes pour voter, pour faire écouter sa voix. Et donc, de cette façon, je trouve que le débat aura aussi, comme le dernier débat dans cette campagne présidentielle, en effet décisif aux indécisifs. Toujours à propos du scrutin présidentiel américain, vous avez peut-être entendu parler du collège électoral. Il s'agit d'un système hérité des pères fondateurs des États-Unis par lequel les citoyens en âge de voter dans ce pays élisent le chef de l'exécutif. Jenny Niwa nous propose cet explicatif. Le collège électoral est la façon dont nous nous référons au processus par lequel les résidents des États-Unis élisent le président. Voici comment cela fonctionne. Une fois que chaque parti a désigné un candidat à la présidence, celui-ci choisit stratégiquement un colistier pour l'élection générale. Les équipes mènent ensuite une campagne agressive en vue de la finale de l'élection, le premier mardi de novembre.
Le jour du scrutin, les électeurs inscrits se rendent dans leur centre de vote local pour choisir le candidat de leur parti. Le président sera techniquement déterminé par un système appelé le collège électoral. Le collège électoral est composé de représentants ou grands électeurs qui sont désignés en fonction des résultats du vote dans chaque État. Les États les plus peuplés ont plus de grands électeurs. Les États moins peuplés en ont moins. Pour remporter la présidence, un candidat doit obtenir la majorité, soit 270 grands électeurs. Les grands électeurs votent ensuite environ un mois plus tard, mais le nouveau président ne prend officiellement ses fonctions qu'au moment de l'investiture, le 20 janvier. Dans le Midwest américain, une bataille locale au sujet d'une usine chinoise de batteries pour véhicules électriques reflète une polémique plus large sur les investissements chinois aux États-Unis. Kala Yu de la VOA explique comment la question de la concurrence entre Washington et Pékin se joue dans une petite ville du Michigan alors que la campagne présidentielle américaine bat son plein. Récit John Lyndon. Big Rapid est une petite ville de près de 8000 habitants située dans le comté de Mecosta, dans le Michigan. Une grande partie de sa vie publique se déroule ici, à la station-service de Pat Curry. Une entreprise chinoise appelée Gotion a profondément divisé cette partie de l'État. Le diable est à l'œuvre dans notre communauté en ce moment. L'entreprise prévoit d'investir 2,4 milliards de dollars pour construire une usine dans la région afin de fabriquer des composants de batteries pour véhicules électriques, suscitant des réactions mitigées de la part des habitants. L'économie dans son ensemble s'en trouvera stimulée. Donald Elder, lui, apprécie la présence de Gotion. Parce que nous envoyons tant de dollars américains en Chine, nous devons trouver un moyen de récupérer une partie de cette somme en investissant dans l'économie américaine. Mais d'autres s'inquiètent des liens entre Gotion et la Chine. Je ne suis pas du tout favorable à Gotion. Je pense qu'il y a de sérieuses préoccupations environnementales. Mais pour moi, elles sont probablement éclipsées par les problèmes de sécurité. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a mis en garde contre la frontière floue entre le gouvernement chinois et son secteur privé et contre le risque que Pékin exploite les faiblesses des États-Unis et porte atteinte à leur sécurité. Gotion n'a pas répondu à la demande de commentaires de la VOA. Gotion a été fondée en Chine et sa filiale américaine a son siège en Californie. Les membres de son conseil d'administration sont originaires de Chine, des États-Unis et d'Allemagne. Chuck Thelen, vice-président de l'unité de production nord-américaine, dénonce un parti pris à l'encontre de son entreprise. Quelque chose a fait que quelqu'un a décidé que Gotion a été un bouc émissaire alors que nous avons des pratiques commerciales très similaires à celles de nombreuses entreprises déjà installées ici. Les investissements chinois aux États-Unis ont été évoqués durant la campagne présidentielle de cette année. Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, et son colistier J.D. Vance accusent les démocrates d'utiliser l'argent des contribuables pour payer la Chine afin qu'elle s'installe aux États-Unis. La Chine achète notre technologie, elle achète des produits alimentaires, elle achète nos terres agricoles. Selon le New York Times, Gotion a reçu 800 millions de dollars de subventions du Fonds stratégique de Michigan et pourrait bénéficier de crédits d'impôt au titre de la loi sur la réduction de l'inflation. Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, et d'autres démocrates soutiennent que les incitations accordées à des entreprises telles que Gotion contribuent à maintenir les activités dans l'État plutôt qu'à l'étranger. En mai, Mme Whitmer a déclaré « Nous ne pouvons pas laisser les entreprises chinoises être les seules à innover dans le domaine des véhicules électriques car elles nous mangeront le déjeuner comme nous le voyons en Europe. » La candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, a aussi abordé la question de la concurrence entre les États-Unis et la Chine dans son discours d'ouverture de la Convention nationale du Parti démocrate. Je veillerai à ce que nous menions le monde vers l'avenir dans les domaines de l'espace et de l'intelligence artificielle afin que ce soit l'Amérique et non la Chine qui remporte la compétition pour le 21e siècle. Certains habitants de la région estiment que la concurrence entre les États-Unis et la Chine colore le débat.
Toutes les résistances liées à la question nationale ont rendu les choses plus anti-chinoises. Et la question de Goshen a mis Bic rapide sur la carte de la campagne, Vance s'y arrêtant en août dernier. Lui, il était président des États-Unis et il vient d'être admis au club restreint des centenaires. Jimmy Carter a fêté ses 100 ans hier, un anniversaire inédit pour un ancien occupant du bureau ovale. L'occasion de revenir sur l'héritage qu'il a légué au pays. C'est un reportage de Ken Farabo de la VOA. Le récit est d'Antoine Bolamba. Lorsqu'il est retourné à plein en Géorgie en 1981, l'ancien président démocrate Jimmy Carter a été battu, rejeté par les électeurs lors d'une élection écrasante contre le républicain Ronald Reagan. Au pouvoir, il a été un échec politique, mais il a été un succès substantiel et visionnaire. L'auteur et historien Jonathan Alter reconnaît ce que beaucoup connaissent aujourd'hui sur Carter, le travail humanitaire avec son centre Carter, la lutte pour la paix, la lutte contre la maladie et la construction de l'espoir dans le monde entier. Il a fait un travail formidable en supervisant les élections dans plus de 100 pays. Mais les anciens présidents n'ont pas autant de pouvoir que les présidents. Et la liste de ses réalisations en tant que président, qui ont été ignorées, minimisées ou complètement oubliées, était très longue. La crise des otages en Iran, la hausse de l'inflation et les embargos pétroliers des années 70 a condamné le mandat de Carter à la Maison-Blanche, jetant une ombre sur son héritage. Cependant, la biographie d'Alter sur Jimmy Carter, His Very Best, est l'une des nombreuses qui conclut que ces 4 années à la Maison-Blanche ont été tout sauf un échec. Les accords de Camp David et l'ouverture de relations avec la Chine, mais une longue série de réalisations législatives sur l'environnement et de nombreuses autres questions. Carter a signé l'Alaska National Interest Lands Conservation Act en 1980, protégeant plus de 40,5 millions d'hectares, qui, selon Alter, est maintenant considérée comme l'une des lois environnementales les plus importantes jamais adoptées. Je pense que nous nous souviendrons du président Carter comme d'un président qui a servi dans des moments extrêmement difficiles, qui a dû faire face à des circonstances bien au-delà de son contrôle. Joe Crespino, professeur d'histoire Jimmy Carter à l'université Emory, dit que Carter rencontrait régulièrement ses étudiants à Atlanta pour discuter des bonnes et des mauvaises décisions qu'il prenait lorsqu'il était président. Mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine, aucun président n'avait fait cela de manière dont Jimmy Carter l'avait fait. Et ce fut un moment important dans le changement de l'équilibre des forces dans la guerre froide. Selon Crespino, certaines des réalisations nationales négligées de Carter comprennent la réorganisation du gouvernement fédéral et la déréglementation des industries du transport aérien, du camionnage et de la bière. Nous associons souvent une sorte de libération de l'économie de la libre entreprise au tournant conservateur qui s'est produit avec Ronald Reagan. Alors qu'en fait, Jimmy Carter, avant Reagan, faisait déjà beaucoup de travail de déréglementation. Membres du cabinet de Carter, y compris l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, Andrew Young, sont reconnaissants que Carter ait vécu assez longtemps pour assister à des interprétations plus aimables de son héritage. Il n'y a aucun endroit au monde que je connaisse où les gens n'ont pas de bonnes choses à dire sur lui, qu'il ait réussi ou non. Le monde continue de bénéficier du travail du Centre Carter, lutter contre des maladies comme le ver de Guinée, qui n'est plus que de quelques cas en Afrique et pourrait devenir la deuxième maladie jamais éradiquée. Également, dans l'actualité américaine, le président Joe Biden a mobilisé 1 millier de militaires supplémentaires pour prendre part aux opérations de secours dans l'État de Caroline du Nord, en partie dévasté par le passage de l'ouragan Hélène. Ces soldats en service viennent s'ajouter aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve déjà déployée sur le terrain. L'ouragan Hélène a fait plus de 150 morts et ravagé des régions comprises entre la Floride et la Caroline du Nord. Poussés hors de leur pays par les attaques djihadistes, de même que les exactions de l'armée, des dizaines de milliers de Burkinabés ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans des camps, voire chez des habitants. Ginny Niwa nous en dit davantage.
Dans le camp de Nyurningé, à l'extérieur de la ville de Ouangolodougou, des centaines de maisons en briques abritent plus de 6000 Burkinabés en exil, pour la plupart des éleveurs de la communauté semi-nomade des Peuls. J'ai décidé de fuir ici avec mes enfants parce que je savais que, quelle que soit la situation ici, elle était meilleure. Personne ne m'a encouragé à venir ici. C'est moi qui ai décidé d'emmener mes enfants. Le gouvernement ivoirien a pris en charge la quasi-totalité des coûts de construction du site, qui comprend 4 pompes à eau et une aire de jeu. Chaque famille s'est vue attribuer un abri comprenant une chambre et un petit salon. Et le Conseil national de sécurité, sous le lead, la présidente de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, a estimé que la Côte d'Ivoire devait également donc tendre la main à ces populations en détresse. Et c'est ainsi que pour éviter de déstructurer les villages et les communautés qui étaient déjà affaiblies et envahies par ces populations, on a décidé que nous puissions donc identifier un mécanisme de sécurisation et d'assistance humanitaire. La majorité des femmes et des enfants du camp ont subi des exactions commises par des présumés djihadistes. Certaines attendent patiemment le retour de la paix dans leur pays. Nous sommes venus ici à cause de l'insécurité. Mais vraiment, s'il y a la paix là-bas, c'est là que je préfère aller. Les combattants djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont tué plus de 20 000 personnes au Burkina Faso depuis 2015, dont quelques 3 800 rien que cette année, selon le groupe d'analyse ACLED qui suit les conflits mondiaux. Au moins 48 personnes ont péri en mer et 75 sont portées disparues après que des passeurs ont contraint des migrants embarqués sur 2 bateaux à sauter par-dessus bord au large de Djibouti. C'est l'OIM, l'agence de l'ONU pour les migrations, qui le dit. Un total de 320 personnes originaires d'Éthiopie se trouvaient à bord de 2 embarcations parties du Yémen quand elles ont été forcées par leurs passeurs yéménites de débarquer en pleine mer et de nager aux petites heures du matin d'hier. Parmi les 197 rescapés figure un bébé de 4 mois dont la mère s'est, elle, noyée. Ce drame, qui s'est produit au large de la localité d'Obok, fait de 2024 l'année la plus meurtrière pour les traversées maritimes de migrants entre l'Est et la Corne de l'Afrique et le Yémen, a déploré l'OIM. Voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À notre retour, dans quelques petites secondes, nous allons notamment revenir sur la grève des dockers américains pour évoquer les conséquences pour le commerce international. Dans des Full B. Votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sous les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 et vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous. Les dockers de grands ports de la côte est et du sud des États-Unis sont en grève depuis hier. Une première en près de 50 ans après l'échec d'une tentative in extremis de résolution et à peine 5 semaines avant le scrutin présidentiel. Nous sommes prêts à nous battre aussi longtemps que nécessaire pour obtenir les salaires et protections que nos adhérents méritent, a prévenu Harold Daggett, patron du syndicat qui compte 85 000 adhérents, dans un communiqué. Le président Joe Biden a exigé
exhorté l'Alliance maritime du pays à présenter une offre équitable aux travailleurs. Comment ce débrayage affecte le commerce international? Eric Manirakiza s'est entretenu avec Shuman Kamala, un exportateur basé à Annapolis dans l'État du Maryland. Indépendamment, ça m'a mis en retard parce que je dois choisir, il y a le conteneur à faire, il y a le business à faire, les gens ne viennent pas. Avec les clients, je perds mes clients. National, c'est un peu lent, c'est devenu même plus lent. Les gens n'ont pas d'argent maintenant, ils disent que moi je devais faire ça avant de faire ça. International, j'ai des clients qui prennent les affaires au pays, Cameroun, Guinée, Sénégal, tout ça c'est bloqué, rien ne marche avec nous. Et vous ne savez pas quand la grève va s'arrêter? Ah non, pas encore. Même hier, j'ai appelé, mais les gens ils disent qu'ils ont sur ça, mais il n'y a pas un temps définitif pour l'instant. Et quelles sont les conséquences financières? Les conséquences financières, ça ralentit seulement les affaires, c'est tout. Ça ralentit les affaires. Mais si les clients ne viennent pas comme ils devaient venir, tu ne peux rien compte. Donc ça décélère tout. Tout est à moitié bloqué maintenant là. Est-ce que c'est une grève qui vous a surpris ou vous étiez averti? C'est pas averti comme quelqu'un t'avertit que 2 jours, 3 jours, ça va arriver. C'est comme ça, prompt. Le matin, j'ai appelé, je voulais changer un conteneur. J'appelle, on me donne le numéro, mon gars va au port. Il me dit, on me dit de ne pas sortir le conteneur parce que la grève va commencer et on ne sait pas quand ça va finir. Et quand ils sortent le conteneur, 2 jours, 3 jours, ça va être après 3 jours, ils vont commencer à te charger, c'est la conséquence. Donc, on est arrêté. Ça fait je devais charger depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Monsieur Shuman, si vous estimez des pertes financières, vous avez des employés à peut-être payer. Est-ce que vous les avez mis en chômage? Mais chômage, on ne les met pas en chômage. Comme nous, là, moi, par exemple, on se débrouille autrement. On leur dit qu'il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, ils vont se débrouiller parce que pas savoir s'asseoir comme ça, ils doivent payer les factures et autres. Mais si toi, tu n'as rien à les offrir, il ne peut pas rester avec eux. C'est toujours comme ça. On n'a pas le choix. Et voudriez-vous nous parler de votre business? Qu'est-ce que vous faites normalement? Moi, normalement, je fais la mécanique. Moi, je fais la mécanique et la mécanique des motos, des voitures, l'électricité et autres. Mais la plupart de mes clients sont les Africains. Ils font ces affaires à l'intérieur et à l'extérieur. Ils changent des machins, ils envoient les marchandises à l'extérieur. Ils ont l'argent, ils viennent, ils me travaillent, ils me payent. Moi-même, quelquefois, je fais ça, je charge le conteneur pour envoyer au pays. Mais tout ça, c'est bloqué maintenant. Ça fait 2 semaines comme ça, on ne fait rien. On est assis ici comme ça. Les clients viennent, maman. C'est mercredi et nous retrouvons avec grand plaisir Yacouba Ouedraogo pour sa rubrique. Bonsoir Yacouba, fin d'aventure entre Aliou Cissé et les Lions de la Teranga. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Effectivement, arrivé à son terme, le contrat du technicien sénégalais n'a pas été renouvelé par la ministre des Sports, Kadi Diène Gaye. Elle évoque, entre autres, la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre du contrat de renouvellement signé le 7 novembre 2022 et arrivé à son terme le 30 août dernier, c'est-à-dire le sacre à la précédente CAN en Côte d'Ivoire et une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. À la CAN en janvier dernier, le Sénégal a été stoppé en 8e de finale par le pays hôte et a été sorti à cette même phase, battu par l'Angleterre 3-0 lors du Mondial Qatar 2022. Kadi Diène évoque également la régression de l'équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre la sélection nationale et les Sénégalais. Arrivé à la tête des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé totalise 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites. Il a remporté la CAN 2021. La fédération sénégalaise devra mettre en place un staff intérimaire pour la gestion de la double confrontation contre le Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est peut-être la fin des brouilles entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Les deux se sont finalement accordés sur les membres du staff technique des Lions indomptables. Le sélectionneur national Brice reste en poste selon un communiqué co-signé par Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et Narcisse Moele Kombi, le ministre des Sports.
Mais Marc Brisin sera secondé par des adjoints auparavant nommés par Eto'o, Martin Tungum Pilé et David Pagou. L'ancien international camerounais Carlos Kameni est l'entraîneur des gardiens. Atouba Timothée est le coordinateur des sélections nationales. D'après le communiqué, cette entente fédération-ministère doit permettre de ramener la sérénité au sein des Lions indomptables. Le Cameroun fait face au Kenya les 11 et 14 octobre dans une double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ici, en NBA, la nouvelle saison régulière débute le 22 octobre et les différentes équipes s'apprêtent à se lancer dans la succession des Denver, champions 2023-2024. Suivez. C'est la rentrée pour Joel Embiid, fraîchement sacré au JO de Paris. Pour le pivot camerounais, leader des Sixers de Philadelphie, qui compte 7 participations au All-Star Game cette saison, il n'est pas question de All-Star ni de All-NBA. Embiid dit vouloir arriver prêt pour les phases finales, lui qui s'était blessé au genou la saison dernière au premier tour des playoffs où son équipe a été stoppée. Pour moins peser sur son genou, le joueur de 2,13 m a confié avoir perdu 11 à 13 kilos. Cette année, il sera épaulé par, entre autres, recrues, le Français Gershon Yabusele, qui devrait apporter plus d'énergie. L'énergie, il n'y en a jamais trop. Il faut toujours amener de l'énergie, que ce soit en défense ou en attaque, que ce soit sur une balle qui traîne ou quoi que ce soit, pouvoir sauter, pouvoir donner, on va dire, son corps à l'équipe et se battre. Voilà, essayer de combattre chaque jour, chaque soir, à 200%. Chez les Los Angeles Lakers, désormais on verra père et fils aux répétitions. LeBron James, légende du basket, 4 fois champion NBA, va attaquer à 39 ans sa 22e saison et former avec son fils Bronny, qui fêtera ses 20 ans dimanche, le premier duo père-fils sur un même parquet de la NBA. C'est juste de la joie, pour être honnête, de pouvoir venir travailler dur avec votre fils tous les jours et de le voir grandir. Nous nous poussons mutuellement. Il me pousse, je le pousse, nous poussons nos coéquipiers et vice-versa. Ce que j'attends le plus, c'est de me retrouver face à face avec lui à l'entraînement. J'ai l'impression que c'est un sentiment tellement fou d'être en entraînement avec son père et d'être en compétition à un haut niveau. Bien évidemment, l'ombre du Congolais Dikembe Mutombo, membre du panthéon du basketball américain, décédé lundi à l'âge de 58 ans, a plané dans les centres d'entraînement. Je pense que l'une des choses qui était si unique chez lui, c'était sa personnalité contagieuse et sa capacité à entrer dans une pièce et à faire sourire les gens. Il était à Houston et je suis allé au panier et j'ai reçu un coup de coude de Dikembe. Et si quelqu'un connaît les coups de Dikembe, il sait qu'ils ne sont pas très agréables. Il m'a fracturé le visage. Je suis allé à l'hôpital cette nuit-là et j'ai porté un masque pendant un petit moment. C'est le souvenir que j'ai de Dikembe. La nouvelle saison régulière 2024-2025, la 79e de la NBA, commence le 22 octobre 2024 et se termine le 13 avril 2025. Warriors, Lakers, Clippers, Spurs, Sixers et autres s'apprêtent ainsi pour se lancer à la succession des Nuggets de Denver, champions en titre. Voilà, vivement cette nouvelle saison NBA. C'est ici qu'on referme cette rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci bien, Yacouba Ouédraogo. À très vite. Eh bien, vous nous emmenez en beauté à la fin de ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Nouveau rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Jacques Aristide ici à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci.